mère n'a jamais abandonné son enfant disparu. Lorsqu'elle l'a retrouvé après des années de recherche, elle a éclaté en sanglots. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite, une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. La vie tranquille de Nice, petite ville côtière de la Côte d'Azur, fut brisée le jour où Fiona, 7 ans, disparut pendant le festival annuel d'été. Sa mère, Hélène Martin, professeure respectée à l'école primaire locale, s'effondra sur la place de la ville en apprenant la nouvelle, créant une scène qui s'imprima dans la mémoire collective de la communauté. Son visage, figé dans une expression d'horreur pure, devint le symbole d'un cauchemar parental que personne ne voudrait jamais vivre. Les recherches commencèrent immédiatement, avec des hélicoptères tournoyant au-dessus de la ville et des volontaires explorant chaque recoin des forêts et des plages environnantes. Hélène refusa de quitter le quartier général des recherches, survivant grâce au café et à sa détermination, tandis que les autorités travaillaient jour et nuit. Le souvenir de cette journée fatidique la hantait sans cesse. Fiona, avec ses yeux bleus océan et son rire contagieux, avait simplement demandé la permission d'aller acheter une glace au stand, situé à quelques mètres seulement. « Bien sûr, mon cœur !» avait répondu Hélène, occupée à discuter avec une collègue de l'école. « Reste où je peux te voir. » 3 minutes plus tard, quand elle regarda à nouveau, Fiona avait disparu. Ce moment d'inattention, ce choix banal, devint le pivot autour duquel toute sa vie bascula. Les premiers jours, la solidarité était palpable. Toute la ville de Nice semblait respirer au rythme des recherches. Le maire, les pêcheurs, les commerçants, tous mirent leur vie en pause pour retrouver la petite fille aux cheveux châtains qui aimait tant dessiner des papillons. Les nuits étaient les plus difficiles. Allongée sur un canapé dur dans le petit bureau de la police municipale, Hélène fixait le plafond, rejouant chaque seconde de ce jour maudit, se demandant comment l'univers pouvait continuer à tourner alors que son monde s'était arrêté. La première semaine, les médias nationaux affluèrent. Le visage angélique de Fiona apparut sur toutes les chaînes, et l'histoire toucha le cœur de la France entière. Hélène, le visage creusé par l'angoisse mais déterminée, donna des interviews, espérant qu'un témoin se manifesterait. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, la frénésie médiatique commença à s'estomper. L'enquête policière se heurta à un cul-de-sac après l'autre, et le front autrefois uni de la communauté commença à se fracturer. Des murmures commencèrent à circuler. Peut-être qu'Hélène ne surveillait pas assez attentivement sa fille, peut-être y avait-il des problèmes à la maison. Hélène, autrefois aimée de tous, se retrouva subtilement ostracisée, les parents éloignant leurs enfants quand elle approchait. Un jour, au marché, elle surprit une conversation. C'est bizarre quand même, une mère qui laisse son enfant sans surveillance. Ces mots la transpercèrent comme des lames, mais au lieu de l'abattre, ils alimentèrent sa résolution. Si, personne ne croyait en elle, elle croirait 2 fois plus en sa capacité à retrouver Fiona. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Malgré la pression sociale grandissante, Hélène refusa de reprendre son poste d'enseignante, se consacrant entièrement à la recherche de sa fille. Elle liquida son épargne retraite pour financer la poursuite des recherches lorsque les ressources officielles furent réorientées ailleurs. Son petit appartement près de la promenade des Anglais, autrefois rempli de livres colorés et de jouets, se transforma en un centre d'opérations improvisées. Les murs de sa cuisine devinrent une toile complexe de cartes, de chronologies et de signalements possibles. Chaque soir, elle allumait une bougie à la fenêtre, un phare pour guider Fiona vers la maison. Cette routine devint presque sacrée, un rituel qui maintenait sa santé mentale, alors que le monde autour d'elle suggérait de passer à autre chose. L'inspecteur Gabriel Rousseau, chargé de l'affaire, observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude la transformation d'Hélène. Cette femme douce et réservée qu'il avait rencontrée le premier jour
se métamorphosait en une force de la nature implacable. Son visage, autrefois expressif et chaleureux, se durcissait progressivement en quelque chose de résilient mais distant. Chaque matin, elle arrivait au commissariat avec de nouvelles pistes à explorer, de nouvelles théories à vérifier. La plupart étaient des impasses, mais l'inspecteur ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par sa persistance. Il savait que les statistiques n'étaient pas encourageantes. Plus le temps passait, moins les chances de retrouver Fiona vivante étaient grandes. Mais il garda ses pensées pour lui, refusant d'être celui qui éteindrait la flamme d'espoir dans les yeux d'Hélène. 3 mois après le début des recherches, l'enquête prit son premier tournant inattendu lorsque des images de vidéosurveillance d'une station-service à 300 km de Nice captèrent un aperçu d'une enfant ressemblant à Fiona. Hélène reconnut immédiatement la façon caractéristique dont sa fille replaçait ses cheveux derrière son oreille. Mais les enquêteurs la rejetèrent comme une coïncidence. « Regardez ce geste !» insista-t-elle, pointant l'écran pixelisé où une petite silhouette effectuait ce mouvement si familier. « C'est Fiona, j'en suis certaine. » Mais l'inspecteur Rousseau secoua doucement la tête. « Madame Martin, la qualité de l'image est trop mauvaise et la ressemblance trop vague. Nous ne pouvons pas mobiliser des ressources sur cette base. » Ces mots auraient pu décourager quelqu'un d'autre, mais pas Hélène. Cette nuit-là, elle fit ses bagages et conduisit jusqu'à Montpellier où se trouvait la station-service. Le voyage fut long et solitaire, le silence de la voiture peuplé des fantômes de voyages passés avec Fiona chantant à l'arrière. Une fois arrivée à destination, Hélène dormit dans sa voiture et montra la photo de Fiona à tous ceux qu'elle rencontrait. Sa persévérance porta ses fruits lorsqu'un réceptionniste de motel se souvint avoir vu l'enfant, mais avec un couple qui prétendait être sa tante et son oncle. Ils étaient nerveux, se rappela-t-il. La petite ne parlait pas et l'homme tenait fermement son bras. Cette petite validation alimenta la détermination d'Hélène, même si cela ne mena à aucune percée immédiate. De retour à Nice, armée de cette nouvelle information, elle insista pour que l'enquête s'élargisse. L'inspecteur Rousseau, touché par sa détermination et intrigué par ce nouveau témoignage, accepta de diffuser l'avis de recherche dans un rayon plus large. « Mais ne vous faites pas trop d'espoir, » prévint-il. « Nous suivons la procédure. » À mesure que sa quête s'intensifiait, les changements dans la personnalité d'Hélène devenaient plus marqués. Son ancien entourage ne la reconnaissait plus. La femme, qui autrefois organisait des goûters d'anniversaire élaborés et participait activement au conseil d'école, était devenue une créature nocturne, passant ses nuits à parcourir des forums en ligne sur les enfants disparus et à compiler des données sur des cas similaires. Elle développa une intuition presque surnaturelle pour suivre des pistes que d'autres rejetaient, comme si un fil invisible la reliait toujours à Fiona. Cette connexion était sa bouée de sauvetage, dans un océan de désespoir, la seule chose qui l'empêchait de sombrer complètement. La ville de Nice, connue pour sa communauté de pêcheurs soudés, où des générations de familles avaient traversé ensemble des tempêtes littérales et métaphoriques, réagit de manière contrastée à la croisade d'Hélène. Les rituels annuels, comme la bénédiction de la flotte, et la cérémonie des lanternes du solstice d'été était tissée dans le tissu de la vie quotidienne. Ces éléments culturels influencèrent considérablement les décisions des personnages. Hélène utilisait stratégiquement ces rassemblements communautaires pour maintenir l'affaire de Fiona visible, et les anciens pêcheurs, liés par un code tacite de loyauté, continuaient à fouiller les eaux côtières longtemps après l'arrêt des recherches marines officielles. Le vieil Antonio, doyen des pêcheurs, lui promit un jour « Tant que je sortirai en mer, mes yeux chercheront votre petite. Les enfants de Nice sont les enfants de tous les pêcheurs. » Ces moments de solidarité étaient rares, mais précieux, des lueurs d'humanité, dans une période où Hélène se sentait souvent seule contre le monde entier. Les fêtes de fin d'année s'avérèrent particulièrement difficiles. Le premier Noël sans Fiona fut si insupportable qu'Hélène se porta volontaire pour un double service à la soupe populaire,
préférant s'occuper des autres plutôt que de faire face à l'appartement vide et au petit sapin que Fiona avait tant aimé décorer. C'est là qu'elle rencontra Marthe, une bénévole au grand cœur qui devint l'une des rares personnes à ne pas traiter Hélène avec pitié ou suspicion. « La douleur n'a pas d'horloge », lui dit un jour Marthe en lui servant une tasse de thé. « Prends le temps qu'il te faut. » Ces simples mots, offerts sans jugement, créèrent une fissure dans l'armure qu'Hélène avait construite autour d'elle. Pour la première fois depuis la disparition, elle s'autorisa à pleurer devant quelqu'un d'autre, les sanglots secouant son corps jusqu'à l'épuisement. Nous quittons Hélène à ce moment de vulnérabilité, se demandant si cette nouvelle amitié pourrait être un tournant dans sa quête solitaire. Le chemin devant elle reste long et semé d'embûches, mais une chose est certaine. Tant qu'Hélène respirera, elle continuera à chercher Fiona. Mais que s'est-il réellement passé ce jour fatidique sur la place du marché? Et quel secret cache ce couple mystérieux aperçu à la station-service? La vérité pourrait être plus proche qu'elle ne le pense. Le parcours d'Hélène fut compliqué par son ex-mari, Philippe, qui soutint initialement les recherches, mais plaida progressivement pour aller de l'avant et trouver une forme de conclusion. Leur chemin s'était séparé 2 ans avant la disparition de Fiona, une séparation relativement amiable qui s'était transformée en un gouffre émotionnel après la tragédie. Philippe, architecte respecté à Lyon, avait fondé une nouvelle famille, ce qui était devenu une source de douleur et de complexité pour Hélène. Sa nouvelle épouse, Caroline, offrit compassionnément son soutien, créant des alliances inattendues. « Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses, » dit Caroline lors d'une visite surprise à Nice, « mais je veux que tu saches que nous cherchons aussi. » Cette main tendue désarçonna Hélène, qui s'était habituée à voir des ennemis partout. L'inspecteur Rousseau, proche de la retraite lorsque Fiona disparut, reporta son départ, hanté par cette dernière affaire non résolue. Sa loyauté envers Hélène contredisait les protocoles du département, provoquant des tensions professionnelles, mais lui fournissant un allié crucial de l'intérieur. Au cours de la 2e année, lorsque l'attention médiatique avait complètement disparu, Hélène commença un blog documentant chaque détail de la recherche. Ses publications brutes et émotionnelles attirèrent progressivement un public, et un podcast sur les crimes réels présenta l'histoire de Fiona. Cette exposition apporta à la fois aide et préjudice, de nouvelles pistes affluèrent, mais aussi des canulars cruels et des théories conspirationnistes. Hélène développa une capacité étonnante à filtrer le signal du bruit, se concentrant uniquement sur les pistes ayant une substance potentielle, une compétence née d'innombrables déceptions. 90% des informations sont inutiles, expliqua-t-elle à Marthe lors d'un de leurs cafés hebdomadaires. Mais je ne peux pas me permettre de manquer les 10% qui pourraient me mener à Fiona. Cette discipline psychologique impressionnante cachait cependant un coût personnel terrible. Chaque nuit, après avoir trié des dizaines de messages et d'indices potentiels, Hélène s'endormait en serrant contre elle le doudou préféré de Fiona, un lapin gris usé par l'amour, et maintenant par les larmes. La 3e année apporta un revers écrasant lorsque les autorités classèrent officiellement l'affaire de Fiona comme non résolue et inactive. La santé d'Hélène se détériora en raison du stress et d'un manque de soins personnels. Elle développa une insomnie sévère et commença à éprouver des crises de panique. Un matin, elle se réveilla sur le sol de la cuisine, incapable de se rappeler comment elle y était arrivée, entourée de photos et de notes éparpillées. Ce fut un moment d'effroi lucide. Si elle s'effondrait, qui chercherait Fiona? Cette prise de conscience la poussa à consulter un médecin qui lui prescrivit des anxiolytiques qu'elle ne prit que lorsque l'insomnie devenait trop débilitante. Un voisin concerné, Joséphine, dont l'amitié avec Hélène s'était tendue, après la disparition, la remarqua en train de recueillir l'eau de pluie dans des seaux lorsque son eau fut coupée en raison de factures impayées. Cela conduisit à une intervention communautaire, d'anciens collègues établissant un fonds de soutien et prenant des tours pour apporter des repas et aider aux questions pratiques permettant à Hélène de poursuivre sa recherche.
Cette aide, inattendue, fut une bouée de sauvetage, mais le vrai tournant vint d'une source moins évidente. Marcel, un ancien élève d'Hélène devenu journaliste local, décida de raviver l'intérêt pour l'affaire en publiant une série d'articles pour le 5e anniversaire de la disparition. 5 ans après, l'enfant oublié de Nice toucha une corde sensible dans la communauté. L'article détaillait non seulement les circonstances de la disparition, mais humanisait Hélène, montrant comment une tragédie pouvait simultanément détruire et forger un caractère. « Elle n'a pas simplement perdu sa fille ce jour-là », écrivit Marcel. « Elle a perdu sa place dans notre communauté, son sentiment d'appartenance. N'est-il pas temps que Nice embrasse à nouveau l'une des siennes ?» Cette perspective fraîche suscita un regain de sympathie et d'intérêt. Des personnes qui avaient évité Hélène pendant des années commencèrent à lui offrir de petits gestes de soutien. Un café payé d'avance à sa boulangerie habituelle, des fleurs anonymes déposées devant sa porte le jour de l'anniversaire de Fiona. Au cours de la 4e année, le podcast suivant l'histoire de Fiona gagna une attention significative lorsqu'il découvrit un schéma de cas similaire dans 3 départements. Bien qu'aucun ne soit définitivement lié à Fiona, Hélène forma un réseau de soutien avec d'autres familles d'enfants disparus. Ensemble, ils partagèrent des ressources et un soutien émotionnel, créant une famille choisie, unie par des circonstances inimaginables. Cette connexion donna à Hélène une nouvelle force lorsqu'elle était au plus bas. « Avant, je me sentais comme une anomalie », confia-t-elle lors d'une réunion du groupe. « Maintenant, je comprends que je ne suis pas seule dans ce purgatoire. » Le groupe se baptisa « Les Phares », symbolisant leur mission d'éclairer le chemin vers les enfants perdus et de servir de guide pour les familles nouvellement confrontées à l'abîme de la disparition. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une séparation déchirante d'un être cher? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le changement le plus dramatique se produisit lorsqu'Hélène reçut une enveloppe anonyme contenant un bracelet d'enfant usé, identique à celui que Fiona portait lorsqu'elle a disparu. Un petit bracelet tressé aux couleurs de l'arc-en-ciel que Fiona avait fabriqué elle-même lors d'un atelier à l'école. En le voyant, Hélène sentit ses jambes céder sous elle. Il y avait même la petite tache de peinture bleue dans le Queen, résultat d'un accident artistique dont Fiona avait été si fière. « Maman, regarde! Maintenant, il est vraiment unique », avait-elle déclaré avec cette logique enfantine qui transformait les erreurs en trésors. Joint au bracelet se trouvait une note cryptique avec des coordonnées géographiques menant à une communauté rurale isolée connue pour ses tendances isolationnistes. Les autorités l'ont rejetée comme une autre cruelle plaisanterie, mais l'intuition d'Hélène s'est enflammée. Utilisant les compétences développées au cours des années d'enquête, elle a méthodiquement recherché la communauté, découvrant qu'elle était centrée autour d'un domaine agricole autosuffisant qui s'engageait rarement avec les étrangers. La communauté, nommée l'Harmonie, était située dans un vallon reculé du Var, à environ 4 heures de route de Nice. Fondée par un certain Bernard Moreau, ancien professeur de philosophie devenu gourou spirituel, elle prônait un retour à la simplicité et à l'autosuffisance. Officiellement, il s'agissait d'une communauté agricole biologique produisant des herbes médicinales et pratiquant diverses thérapies alternatives. Mais les recherches d'Hélène révélèrent des zones d'ombre inquiétantes, des rumeurs de contrôle psychologique, de coupure des membres avec leurs familles et, plus troublant encore, des témoignages d'anciens membres évoquant la présence d'enfants qui n'appartenaient pas vraiment à leurs parents déclarés. Ces informations, combinées au bracelet, cristallisèrent une conviction chez Hélène. Fiona pourrait être là-bas, à seulement quelques heures de distance. Au lieu de foncer tête baissée, Hélène prit la décision stratégique de postuler pour un poste d'enseignante à la petite école privée du domaine. Elle transforma son apparence, créa une nouvelle identité sous le nom d'Émilie Laurent et s'intégra patiemment dans la communauté méfiante. Le coût émotionnel de cette tromperie, prétendre ne pas chercher son enfant alors qu'elle était potentiellement à quelques mètres d'elle,
créa le conflit interne le plus profond de son parcours. Chaque nuit, elle luttait avec les implications morales de ses mensonges, tout en s'accrochant à l'espoir que Fiona pourrait être proche. « Je me sens comme une espionne dans un territoire ennemi », écrivit-elle dans son journal, désormais codé pour éviter d'être découvert. Souriante à l'extérieur, hurlante à l'intérieur, la vie au sein de la communauté isolée révéla des couches de complexité qu'Hélène n'avait pas anticipées. De nombreux résidents étaient là pour chercher des vies simples loin des pressions modernes, pas impliqués dans des actes répréhensibles. Elle forma des connexions authentiques avec des élèves et des parents, rendant son rôle sous couverture de plus en plus conflictuel. Entre-temps, elle cartographiait méthodiquement le domaine, notant les zones restreintes et les mesures de sécurité inhabituelles autour de certaines cabanes. Les 3 premiers mois furent consacrés à gagner la confiance de la communauté. Émilie devint appréciée pour sa patience avec les enfants et ses connaissances en plantes médicinales. Un hobby qu'Hélène avait développé uniquement pour renforcer sa couverture, mais qui devint paradoxalement une source de calme dans la tempête de sa vie. Bernard Moreau, le leader charismatique, représentait un défi particulier. Avec sa barbe blanche soignée et ses yeux perçants, il exsudait une aura de sagesse bienveillante qui masquait une vigilance constante. Il semblait particulièrement intéressé par Émilie, l'invitant fréquemment à des dîners communautaires où il la questionnait subtilement sur son passé. Chaque conversation était un exercice d'équilibriste, Hélène devant maintenir sa couverture tout en cherchant des informations. « Je sens en vous une profonde blessure que vous tentez de guérir », lui dit-il un soir, ses yeux ne quittant jamais les siens. « L'harmonie peut être votre sanctuaire, mais seulement si vous êtes complètement honnête avec nous et avec vous-même. » Ces moments testaient sa résolution comme rien d'autre, la frontière entre sa mission et sa survie devenant dangereusement floue. Après des mois d'observation attentive, elle remarqua une fille environ de l'âge de Fiona qui, malgré des cheveux de couleurs différentes, affichait des manières étrangement similaires à celles de sa fille. Teints en roux, coupés courts, mais la façon dont elle penchait la tête en écoutant les histoires, dont elle dessinait toujours des papillons dans les marges de ses cahiers, ces petits détails électrisèrent Hélène. La fille, présentée comme Gabrielle, fille adoptive de Bernard lui-même, était maintenue séparée des autres enfants et paraissait inhabituellement soumise. Chaque fois qu'Hélène tentait de l'approcher pendant les cours, quelqu'un intervenait, comme par un plan orchestré. « Gabrielle a besoin d'une attention spéciale », expliqua la femme de Bernard avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Son passé traumatique exige une routine stricte. Hélène orchestre une rencontre fortuite, et bien que la fille ne montre aucun signe de reconnaissance, elle laisse tomber sa trousse, révélant un compartiment caché contenant un petit jouet identique au favori de Fiona. Un minuscule dauphin en verre bleu que Philippe avait rapporté d'un voyage en Italie, l'un des rares objets que Fiona chérissait de son père absent. Le voir là, soigneusement caché comme un trésor interdit, confirma ce qu'Hélène savait déjà dans son cœur. Gabrielle était Fiona. Sa fille était vivante, à quelques mètres d'elle, mais complètement inaccessible, son esprit façonné par des années de manipulation. Ce moment de découverte fut simultanément le plus heureux et le plus déchirant de son parcours. Trouver enfin ce qu'elle cherchait désespérément, mais comprendre l'ampleur de ce qui avait été volé. La nuit suivant cette découverte, Hélène ne dormit pas, planifiant ses prochaines étapes. Le domaine était fermé comme une forteresse, avec des gardes patrouillant la nuit et tous les appels téléphoniques passant par un standard central. Elle savait qu'une action précipitée pourrait mettre Fiona en danger ou résulter en son déplacement vers un lieu inconnu. Hélène fait face à son plus grand défi. Comment confirmer l'identité de cet enfant sans les mettre en danger? Toutes les deux. Elle récupère subtilement une paille jetée pour des tests ADN via ses contacts, tout en découvrant que le dirigeant du domaine a fait venir des enfants vulnérables dans le cadre d'adoptions douteuses.
Sa collecte de preuves faillit exposer sa véritable identité lorsqu'un garde de sécurité méfiant la surprit en train de photographier des documents. Mettant son talent d'enseignante à profit, Hélène commença à raconter des histoires de sa ville natale à sa classe, incorporant subtilement des détails de la vie de Fiona à Nice. Dans ma ville, il y avait un grand carrousel près de la mer avec des dauphins bleus que les enfants adoraient, raconta-t-elle un jour, observant attentivement Gabriel. L'enfant leva brusquement la tête, une lueur de reconnaissance rapidement remplacée par la confusion. Ces moments fugaces d'éveil devinrent l'objectif d'Hélène, planter des graines de mémoire sans éveiller les soupçons. Pendant ce temps, elle envoyait discrètement des informations à l'inspecteur Rousseau via un système élaboré impliquant des lettres codées envoyées à différentes adresses. Que va-t-il arriver maintenant qu'Hélène a retrouvé sa fille, mais que Fiona ne la reconnaît plus? Le combat d'une mère pour récupérer son enfant ne fait que commencer, et les secrets les plus sombres de l'harmonie restent à découvrir. Dans le climat de tension croissante, deux forces s'affrontaient dans l'esprit d'Hélène. La prudence méthodique qui l'avait menée jusqu'ici et l'urgence viscérale de reprendre sa fille immédiatement. Chaque jour passé à jouer le rôle d'Émilie devenait plus difficile, surtout lorsque Gabrielle venait en classe, silencieuse et distante, portant les traits de la Fiona qu'elle avait perdue, mais dépourvue de son étincelle. Les tests ADN, acheminés clandestinement à Rousseau via un réseau complexe d'intermédiaires, confirmèrent ce qu'Hélène savait déjà. La probabilité que Gabrielle soit Fiona était de 99,9%. Armé de cette preuve, Rousseau commença à monter un dossier solide, travaillant avec des autorités régionales pour éviter toute fuite locale. « Nous aurons besoin d'un mandat pour entrer dans la propriété », expliqua-t-il lors d'un rare appel téléphonique qu'Hélène prit depuis une ville voisine pendant un prétendu voyage d'approvisionnement. Mais ils sont vigilants. Un mouvement prématuré pourrait tout compromettre. La collecte de preuves d'Hélène s'accéléra, révélant une opération troublante bien plus vaste qu'elle ne l'imaginait. L'harmonie n'était pas simplement une communauté alternative, mais le centre d'un réseau d'exploitation qui ciblait les enfants vulnérables ou disparus. Bernard Moreau avait développé un système sophistiqué pour effacer les identités précédentes des enfants et les incorporer dans sa version perverse d'une famille. Des documents trouvés dans son bureau suggéraient qu'au moins 5 autres enfants portés disparus dans toute la France faisaient partie de sa collection. Un terme qui apparaissait réellement dans ses notes privées, glaçant le sang d'Hélène lorsqu'elle le découvrit pendant une fouille nocturne risquée. Plus inquiétant encore, Hélène découvrit que Bernard prévoyait de déplacer plusieurs enfants, dont Gabrielle, vers un sanctuaire secondaire en Espagne dans les semaines à venir. Cette révélation intensifia l'urgence de la situation. « Nous n'avons plus le luxe du temps », insista-t-elle auprès de Rousseau, dont les précautions juridiques lui semblaient maintenant dangereusement lentes. Le fossé entre le processus légal et l'impératif moral d'une mère de protéger son enfant devint un gouffre impossible à franchir. Cette nuit-là, Hélène prit la décision la plus difficile de sa vie, agir seule, en dehors du système, qui avait échoué à protéger Fiona en premier lieu. Le destin intervint sous la forme d'un événement inattendu, un incendie de forêt, alimenté par une sécheresse inhabituelle et des vents forts, se déclara dans les collines entourant l'harmonie, forçant une évacuation d'urgence. Au milieu du chaos, le leader du domaine tenta de partir séparément avec Gabrielle et 2 autres enfants. Hélène, qui surveillait Bernard de près depuis sa découverte, intercepta le groupe alors qu'il se dirigeait vers un héliport caché que la communauté maintenait pour des livraisons spéciales. C'est là, dans la lueur orange du ciel, emplie de fumée, qu'Hélène révéla enfin sa véritable identité et ses années de recherche. La confrontation fut électrique. « Gabrielle n'existe pas », déclara Hélène, sa voix stable malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. « Cette enfant s'appelle Fiona Martin. Elle est ma fille, et vous l'avez enlevée sur la place du marché de Nice il y a 5 ans. » Bernard, momentanément déstabilisé,
retrouva rapidement sa composure, son charisme habituel se transformant en quelque chose de plus sinistre. « Émilie, ou quel que soit votre nom, vous souffrez clairement de délusion. Gabrielle est sous ma protection depuis sa naissance. Sa mère biologique était une addicte incapable de s'occuper d'elle. » Il se tourna vers la petite fille, tremblante. « N'est-ce pas, ma chérie? Dis à cette dame qui est ta vraie famille. » Fiona Gabrielle, qui avait été soumise à des années de manipulation et de faux récits sur son passé, dut choisir à qui faire confiance. Cette étrange enseignante prétendant être sa mère, ou l'homme qui représentait la seule stabilité qu'elle connaissait. Le moment semblait suspendu dans le temps, les flammes distantes illuminant la scène comme un tableau apocalyptique. « Tu avais un lapin en peluche nommé Tinou, » dit doucement Hélène, s'accroupissant pour être au niveau des yeux de l'enfant. « Tu disais qu'il avait peur du noir. Alors nous laissions toujours une petite lumière allumée, et tu dessinais des papillons partout, sur les murs, sur tes livres, même sur mon agenda quand je ne regardais pas. » Quelque chose vacilla dans les yeux de l'enfant, pas une reconnaissance complète, mais une fissure dans le mur épais de conditionnement. L'arrivée des autorités, alertées par Rousseau qui avait suivi la progression de l'incendie et anticipé les actions d'Hélène, interrompit ce moment fragile. Bernard fut arrêté, protestant violemment de son innocence et promettant des représailles. Les autres enfants, confus et effrayés, furent pris en charge par des services spécialisés. Et Fiona, encore incertaine de sa propre identité, fut officiellement réunie avec sa mère après 5 ans de séparation. Mais cette réunion, imaginée des milliers de fois dans les rêves d'Hélène, fut loin des retrouvailles larmoyantes et joyeuses qu'elle avait envisagées. Au lieu de se jeter dans ses bras, Fiona resta distante, méfiante, ses yeux reflétant la confusion et la peur plutôt que le soulagement et l'amour. Les tests ADN confirmèrent ce qu'Hélène savait dans son cœur, et les autorités découvrirent 2 autres enfants disparus dans le domaine. La communauté, qui avait autrefois douté d'Hélène, célébra maintenant sa persévérance, bien qu'elle trouvât leur louange creuse après des années d'isolation. « Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous ?» voulait-elle demander au visage souriant qui l'accueillait désormais comme une héroïne. Mais la fatigue de 5 années de lutte l'avait rendue philosophe. La validation externe importait peu maintenant. La seule approbation qu'elle recherchait était celle qui brillerait un jour dans les yeux de sa fille retrouvée. La réunion émotionnelle fut compliquée par la confusion de Fiona et des années de conditionnement. Le processus de guérison commença lentement, la reconnaissance venant par petits moments, Fiona fredonnant inconsciemment une berceuse qu'Hélène avait l'habitude de chanter, ou demandant le nom d'un animal de compagnie d'enfance. Chaque fragment de mémoire authentique qui émergeait était plus précieux que l'or pour Hélène, des preuves que la vraie Fiona existait toujours sous les couches d'endoctrinement. Les premières semaines furent les plus difficiles, remplies de cauchemars, de crises de colère et de moments où Fiona appelait Bernard « papa » dans son sommeil, chaque occurrence transperçant le cœur d'Hélène comme une lame. Les autorités découvrirent l'ampleur stupéfiante des opérations de Bernard. Au-delà des enfants à l'harmonie, il existait un réseau tentaculaire, impliquant des travailleurs sociaux corrompus, des fonctionnaires soudoyés et même un réseau international d'adoption illégale. Le processus judiciaire promettait d'être long et complexe, nécessitant éventuellement le témoignage de Fiona. Mais Hélène était déterminée à protéger sa fille de tout nouveau traumatisme. « Elle a déjà payé un prix trop élevé », insista-t-elle auprès des procureurs. « Je ne la laisserai pas être exploitée par le système judiciaire après avoir été exploitée par Bernard. » L'histoire se conclut 5 ans après la disparition, avec la mère et la fille commençant le difficile voyage de reconnexion. Fiona lutte avec des loyautés confuses et des souvenirs fragmentés, tandis qu'Hélène doit ajuster ses attentes d'une réunion immédiate digne d'un conte de fées. Hélène établit un petit domaine rural où Fiona peut guérir à son propre rythme, loin de l'attention médiatique. Elle transforme ses compétences d'investigation approfondie en un rôle de consultation pour les familles d'enfants disparus,
travaillant à distance, tout en se concentrant sur la reconstruction de sa relation avec sa fille. Cette nouvelle vie leur offre un espace pour reconstruire, loin des regards curieux et des attentes de Nice. Leur maison, nichée dans les collines de l'arrière-pays provençal, devient un sanctuaire de patience et de découverte mutuelle. Hélène apprend à rencontrer Fiona là où elle est. Une enfant de 12 ans maintenant, avec des expériences et des souvenirs qu'Hélène ne partagera jamais complètement. « Elle n'est plus la Fiona que j'ai perdue », confie Hélène à Marthe, qui leur rend visite régulièrement. « Et je ne suis plus la mère qu'elle a perdue. Nous devons nous trouver à nouveau, comme des étrangers portant des échos familiers. » Ces échos familiers deviennent la base de leur nouvelle relation. Un jour, tandis qu'Hélène prépare le dîner, Fiona entre dans la cuisine et demande spontanément « Pouvons-nous faire des crêpes comme avant ?» Ce simple « avant », une reconnaissance que leur histoire partagée existe dans sa mémoire, fait presque tomber Hélène à genoux de gratitude. Les progrès ne sont pas linéaires, des jours de connexion sont suivis par des jours de distance, où Fiona se replie sur elle-même, méfiante et confuse. Les thérapeutes expliquent que c'est normal, que la guérison des traumatismes n'est pas un chemin droit, mais un labyrinthe compliqué. Philippe, l'ex-mari d'Hélène, entre à nouveau dans le tableau, sobrement changé par les événements. Sa culpabilité pour avoir douté d'Hélène et encouragé l'acceptation est palpable. Il propose son soutien sans condition, respectant les limites fixées par Hélène concernant son interaction avec Fiona. « Tu avais raison », admet-il lors d'une conversation difficile. « Tu l'as toujours su. J'aurais dû avoir foi en toi. » Ces mots, attendus depuis longtemps, apportent une clôture qu'Hélène ne savait pas rechercher. La reconnaissance de son intuition, de sa persévérance, valide le choix qu'elle a fait de ne jamais abandonner quand le monde entier lui disait de lâcher prise. Les phares, le réseau de familles d'enfants disparus qu'Hélène a aidé à former, continue de grandir, devenant une ressource nationale pour le soutien et l'advocacy. Hélène partage son expérience et ses compétences, transformant sa douleur personnelle en un outil pour aider les autres. Nous sommes les gardiens de l'espoir, quand l'espoir semble irrationnel, dit-elle lors d'une conférence, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui a marché dans les vallées les plus sombres et en est revenu. Parfois, l'amour doit être plus têtu que la logique. Dans la scène finale, Fiona rejoint hésitamment sa mère pour raviver une tradition qu'elle partageait autrefois, planter des graines de fleurs de lune qui ne fleurissent que la nuit. Alors qu'elles travaillent ensemble dans le jardin, Fiona se souvient spontanément du nom de la constellation qu'elles observaient ensemble, un souvenir qu'on lui avait dit être implanté. « Cassiopée », dit-elle doucement, pointant le ciel du crépuscule. « Tu disais que c'était une reine assise sur son trône et que je serais toujours ta petite princesse. » Ce simple moment de souvenir authentique devient plus significatif que n'importe quelle réunion grandiose, symbolisant la restauration lente mais pleine d'espoir de leur lien et de la véritable identité de Fiona. Alors que le soleil se couche sur leur petit jardin, Hélène regarde sa fille. Plus âgée, changée, portant des cicatrices invisibles, mais indéniablement Fiona. Elle pense à toutes les nuits passées à fixer des cartes et des chronologies, aux années de doute et de désespoir, aux moments où continuer semblait impossible. « Ça valait la peine ?» demande Fiona, surprenant Hélène avec cette question profonde. Pendant un instant, Hélène revoit tout, la douleur, la solitude, les portes fermées, les nuits interminables. Puis elle regarde sa fille, solide et réelle devant elle, et la réponse est aussi claire que les étoiles qui émergent au-dessus d'elle. « Chaque seconde, » répond-elle simplement, « je recommencerai tout. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis son retour, Fiona demande si elle peut dormir dans la chambre d'Hélène. Elle s'allonge côte à côte, regardant par la fenêtre les étoiles que Fiona avait oubliées pendant ses années à l'harmonie, où les enfants dormaient dans des dortoirs sans fenêtres. « Je me souviens de plus en plus de choses, » murmure Fiona dans l'obscurité. « Parfois ça fait peur. » Hélène tend la main, trouvant celle de sa fille. « Nous nous en souvenons ensemble.
promet-elle, et nous créons de nouveaux souvenirs aussi. Leurs mains restent liées tandis qu'elles s'endorment, deux survivantes d'une tempête qui a tenté de les détruire, mais qui, à la place, a prouvé la force indestructible de l'amour d'une mère. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.